Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette vidéo hebdo. On va la faire un petit peu plus tôt avant le début de séance des États-Unis. On verra comment ça évolue. Donc ça bouge plutôt pas mal en ce moment. Il faut dire que on peut utiliser beaucoup de prétextes. Bon, il y a Trump, il y a les taux, la Fed, le truc, le machin, l'économie qui ralentit. On peut se dire beaucoup de choses, mais en gros, j'ai résumé, je pense, ma pensée sur le fait que la baisse des taux, c'est une chose, mais on le voit déjà avec la BCE, c'est un petit peu du cas par cas. Les banques centrales vont partir sur du cas par cas, et il faut bien se préparer, si vous voulez, à ce que cette baisse des taux, d'une part, elle se fasse lentement, elle soit pas si forte que ça, c'est-à-dire que oui, on peut faire revenir sur une année les taux potentiellement à du 3%, ce qui serait un petit peu plus aligné, mais on se retrouve avec de la croissance molle, une inflation où on peut en effet connaître une phase de quelques mois de déflation. On peut même se dire qu'on est déjà en déflation si on joue un petit peu avec les stats, les pondérations, et qu'on voit bien, si vous voulez, qu'au niveau de l'immobilier, des loyers notamment, on est sur un truc avec une énorme latence. Bref, si on regarde vraiment dans le détail, si vous voulez, la Fed aurait dû déjà couper les taux. Puis on arrive sur les élections. J'avais commencé à dire il y a quelques temps où pour moi je disais c'est problématique parce que la Fed se retrouve à un moment où elle doit couper les taux, mais on est proche des élections. Est-ce qu'on va pas dire qu'elle impacte, etc. Alors Trump, lui, il prend pas de gants, il a bien expliqué, il a dit Powell, tu baisses pas les taux. Bien entendu, la Fed est indépendante politiquement et doit l'être et doit le rester, mais on joue toujours un petit peu sur les lignes fines. Bref, de la même manière que les banques centrales ont remonté leurs taux tardivement, il y a 2 ans, par rapport justement à la montée de l'inflation, on est resté derrière la courbe, c'est-à-dire que pendant très longtemps, si vous voulez, les taux ont été inférieurs à l'inflation, et donc on restait, même si on remontait les taux, on restait dans une politique accommodante. Et, comme je vous l'avais dit, on était dans des foyers des entreprises qui avaient profité du Covid pour faire le plein de crédits à pas cher. Et donc, si vous voulez, la hausse des taux avait un impact réduit sur les acteurs économiques. Et c'est pour ça que l'économie était aussi résiliente. Puis maintenant, on est dans le sens inverse, c'est-à-dire que les banques centrales sont toujours derrière la courbe, c'est-à-dire que l'inflation est inférieure au taux, donc on est, même si on commence à baisser les taux dans des politiques qui ne sont plus du tout accommodantes, mais bien, bel et bien restrictives, et on a les États qui arrivent à un moment donné où ils doivent se serrer la ceinture, donc ne peuvent plus faire, on va continuer de faire du déficit, mais on ne peut plus le faire autant qu'avant, on peut se faire attaquer la dette, mais à partir de ce moment-là, il faudra relancer le quantitative easing aussi pour faire en sorte que les taux longs ne remontent pas trop fort par rapport aux taux courts pour garder tout ce système-là gérable. Bref, vous voyez bien qu'on est en train d'arriver dans cette phase justement où, pour moi, en fait, les banques centrales sont en train de faire de moins en moins, c'est-à-dire qu'elles veulent baisser les taux au fur et à mesure, mais de ce faisant-là, vont rester derrière la courbe, c'est-à-dire derrière l'inflation et donc rester restrictives. Les États ne vont plus pouvoir compenser, donc on se retrouve avec une relation à nouveau offre et demande. Et on le voit au niveau des entreprises, on a beaucoup d'entreprises qui nous annoncent des profit warnings, beaucoup d'entreprises qui commencent en effet à voir poindre le ralentissement, les marchés qui attaquent très fortement les profit warnings, et tout cela tient aux GAFAM. Et donc, à court terme, là, ce que l'on doit regarder au-delà de tout cela, et je vous mettrai la vidéo, en fin de cette vidéo-là, je vous mettrai le lien et la vidéo vers la précédente vidéo que j'ai publiée en milieu de semaine et qui pour moi voilà, donne bien le tempo macro dans lequel il faut s'instruire, on va dire, ces 6-9 prochains mois. Donc je ne vais pas le répéter, même si j'ai déjà fait ici, mais dans les grandes lignes. Donc pour moi, les résultats des entreprises, les résultats des GAFAM qui vont être attendus au tournant, puisque pour l'instant, quand on regarde le consensus, tout le monde est très positif sur les résultats qui vont continuer d'être très bons. Et ce que l'on voit, c'est que même sur des résultats très bons, on commence à les vendre parce que le marché commence à se dire il avait d'ores et déjà valorisé et anticipé le meilleur des mondes. Donc la seule question à se poser dans le marché actuel, c'est du coup cette relation entre quel est le potentiel de gain restant éventuellement sur mes actions ou sur le marché par rapport au risque que je suis en train de prendre.
Et ça, le risque qu'on est en train de prendre, si vous voulez, on a tendance à l'oublier, à le faire passer en second, alors que ça doit être le premier point. Et surtout, on a tendance à ne pas le voir et à ne s'en rendre compte du risque qu'on avait pris que quand les marchés se mettent finalement à bien baisser et fortement, et on le voit aujourd'hui avec le Nasdaq, vous pouvez avoir des prorata, ce que j'appelle des prorata, qui peuvent paraître très puissants et qui remettent rien en cause et qui sont surtout au prorata donc de la hausse précédente que vous avez eue de façon exponentielle. Quand vous avez des hausses exponentielles, personne ne se plaint. Personne ne voit le risque inhérent à cela, et je vous avais dit, c'est le retour de la volatilité, le vrai risque, pas le fait que le marché va se retourner comme une crêpe en mode tendance baissière tout de suite. Non, pour ça, il y aura beaucoup de boulot avant de parler de tendance baissière. Mais vous pouvez avoir le côté, on retourne comme une crêpe en mode prorata. Je corrige fortement au prorata de ma hausse précédente. On va en reparler. Donc pour moi, ce qui va être le plus important, si vous voulez, dans la prochaine semaine, c'est le résultat des GAFAM. Et ce qui ensuite va revenir sur le couvert, c'est à un moment donné ou à un autre, on se dira que la Fed est en retard pour baisser ses taux, qu'elle ne va pas les baisser assez, et on commencera à voir dans le ralentissement économique quelque chose de peut-être plus intensif qui nous fera à nouveau peur sur une croissance molle, voire une récession, dans un monde où les taux sont toujours au-dessus de la croissance et au-dessus de l'inflation, et donc une politique qui reste très restrictive. Et ce qui serait encore pire, c'est que la Fed, du coup, à un moment donné, alors on parle peut-être dans 6 mois, commence à avoir peur du coup qu'elle a été trop en retard et commence à baisser ses taux de manière un petit peu panique, c'est-à-dire à coup de 0,5. Et ça, en fait, ça serait vendu par le marché, parce que ça serait un aveu de faiblesse, un aveu de panique. Et comme je vous dis, le marché, il fonctionne très très bien quand les choses évoluent peut-être non favorablement à lui, mais au fur et à mesure et que c'est prévisible. Il réagit très mal quand c'est l'imprévisible qui rentre en ligne de compte, quand c'est la volatilité qui rentre en ligne de compte. Pourquoi? Parce que les émotions rentrent en ligne de compte. Et là, les algos, évidemment, restent sur des stratégies qui sont liées à des stratégies qui peuvent être liées justement à beaucoup d'émotions à partir du moment où on passe un certain nombre de niveaux. Et donc on fait des prophéties autoréalisatrices, des effets boule de neige à la hausse et aussi à la baisse. Donc il ne faut pas le négliger. Les mois d'été en plus, on rentre dans une période d'été qui en règle générale n'est vraiment pas très intéressante. En plus, il ne faut pas oublier qu'on a fait les 6 meilleurs mois de l'année depuis pas mal de temps en termes de hausse. Bon, bref, pas mal d'éléments pour pas dire que c'est baissier, c'est toujours haussier bien entendu, donc il faut continuer de se dire que quand on va avoir des charges baissières correctrices qui vont arriver sur des supports, ils vont certainement être payés et permettre tout du moins du rebond technique, mais toujours est-il, voilà, c'est réfléchir en termes de prise de risque par rapport au potentiel de gain, se poser cette question-là sur son portefeuille. Quand je regarde les taux, on est toujours dans l'idée de breakout et dans l'idée de hausse des obligations et donc de baisse des taux. Là aussi, pour moi, l'idée première, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir une incertitude ou peur de la volatilité sur les actions à venir et peuvent se dire bah, je vais me réfugier sur des taux long terme. Il y a aussi beaucoup d'argent qui était sur des taux courts jusqu'à maintenant. À partir du moment où la Fed va commencer à baisser ses taux, on va commencer à se dire ça va prendre du temps parce que même si elle baisse les taux de 0,25, je veux dire, on est toujours rémunéré à 4,5, 4,75%, 5% sur des taux courts américains. Ma foi, quand vous avez fait les 6 premiers mois de l'année, que vous avez fait à plus 10, plus 15, vous pouvez très bien vous en satisfaire pour la seconde partie d'année en vous disant, moi j'essaye de me protéger et de faire attention sur le reste de l'année, de surtout sauvegarder ma performance, parce qu'à la fin de la journée, je veux prendre mes 2%, mon chèque de 2% de commission et garder ma clientèle pour l'année prochaine en disant, vous voyez, j'ai surperformé le marché. Mais du coup, voilà, pour moi, ce que je regarde, c'est le fait qu'à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, on a des flux qui vont revenir sur les taux long terme pour essayer d'accaparer du 5% à long terme si on commence à penser voilà, que les taux vont se mettre à baisser. Parce que c'est toujours ça le prix. Et vous êtes sur du sans risque, parce que je le rappelle, la Banque centrale américaine, pour moi, relancera son QE, recommencera à racheter sa propre dette, et aujourd'hui, on est à peu près à 40-50% de dette américaine qui est détenue par les intérêts américains, que ce soit directement les foyers, les fonds de pension et puis la Fed. Et comme je vous l'avais dit il y a déjà quelques temps dans une vidéo,
Pour moi, le marché obligataire était un marché précurseur qui souvent avait raison avant le marché action. Mais quand vous avez quelqu'un qui commence à avoir un poids de 40 ou 50%, ça réduit votre liquidité. Vous avez plus cette réelle liquidité. De la même manière, je vous avais dit attention sur les actions, certains indices, certaines actions, du coup, vous n'avez pas le flottant que vous pensez avoir. Donc ce sont des titres qui sont des très gros titres par leur capitalisation, mais en fait, il y a un tout petit flottant restant. Et ça peut créer énormément de volatilité, et ça peut créer des tensions et des émotions également, qui créent des prophéties autoréalisatrices. Là, on se retrouve sur la même chose sur le marché obligataire, on se retrouve sur la même chose sur le marché de l'or, mais en gros, vous avez l'essentiel en gros de la capitalisation qui est détenue par une seule main. Et ça fausse le jeu, si vous voulez, de l'offre et de la demande, et donc du fait qu'on peut retrouver facilement dans un graphique ce que le marché veut projeter. C'est toujours le cas, mais en fait je m'en méfie de plus en plus, si vous voulez, parce que vous avez une espèce de main invisible qui peut retourner le marché, en effet, comme une crêpe, sur un oui, sur un non. Et donc ça, il faut faire attention. Donc le marché obligataire qui, en mode précurseur et qui nous explique ce qu'on doit penser du marché, oui, mais avec un bémol actuellement, parce que de plus en plus dans le monde d'endettement, qui ne va pas s'arrêter, dans le monde de Keynes, on se retrouve dans une japonisation. Il suffit de regarder un petit peu ce qu'a fait le Japon, et on se retrouve on peut se retrouver dans le même état. Donc c'est ça. Cette prochaine année, de toute façon, elle sera là-dessus. Elle sera sur la granularité pour commencer à se dire japonisation, ou au contraire, commencer à se dire on a besoin quand même de motiver une inflation, et donc dans un monde un petit peu plus de stagflation, on se retrouverait avec des inflations à 2 ou 3% et des croissances molles. Et on réglerait, on va dire, le problème, et on grignoterait le problème dans le temps au fur et à mesure. Et pour moi, c'est plus l'impression que me donnent les banques centrales, c'est d'être plus maintenant dans une stratégie d'essayer de régler le problème dans le temps, plutôt que d'avoir la sinusoïdale dont on avait déjà parlé. Et donc, comme je vous ai dit, la sinusoïdale, où les ondulations petit à petit deviennent de plus en plus petites. Et pour moi, voilà, on commence à arriver dans ces zones-là qui peuvent donner des zones de volatilité au début, mais derrière des constructions qui peuvent durer très longtemps et qui peuvent être très larges. Et c'est ce que je vois sur les actions. Donc au-delà de parceller de la hausse ou de la baisse, on peut très bien se retrouver dans des neutralisations qui peuvent durer dans le temps. Et ça, on les taira au fur et à mesure. Donc pour moi, au niveau de l'obligataire, c'est toujours positif. Si on commence à pousser, comme je vous ai dit, tant qu'on marche en escalier, ça va, c'est pas trop réactif. Si on vient à faire une poussée là sur les 97 d'une manière forte, pour moi, ça sera un gros point noir pour le marché à action, parce que ça voudrait dire que le marché commence à avoir peur réellement du ralentissement économique. Et pour moi, comme je vous l'ai dit déjà depuis plusieurs mois, c'est le consommateur qu'il faut regarder, la santé du consommateur qu'il va falloir regarder, plus que les stats inflation. C'est du passé. Donc ça, je regarde. À partir du moment où on va déborder les 95, je pense qu'on peut accélérer éventuellement le mouvement. Pour l'instant, on est toujours là-dessus, ça peut encore gesticuler, ça reste plutôt dans le bon ordre, dans le bon cheminement pour moi, mais ça reste pour moi toujours une sous-vague. C'est-à-dire, je le dis souvent, c'est-à-dire même si on a le pouvoir de revenir sur la zone des 100, il faudra l'interpréter comme, oui, une baisse des taux, mais pas encore comme une japonisation et un retour au taux à zéro. Je le rappelle, hein, ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que les taux peuvent baisser, mais si ça baisse de 0,25, on est toujours derrière la courbe, donc ça ne va pas avoir un impact sur l'économie, sur le consommateur, comme ça. Donc la Fed a beau commencer, elle aurait même eu beau commencer à baisser ses taux maintenant et à continuer en septembre et se foutre des élections et continuer à baisser pendant les élections, etc. En mode rapide, on revient de 5 à 3 en l'espace de 6-9 mois. D'une part, ça aurait fait peur au marché, je pense que ça l'aurait fait paniquer, mais d'autre part, ça ne changerait pas le schmilblick du tout pour l'économie, parce qu'il faudrait être déjà en dessous des 3%, voire des 2,5%, pour donner un souffle à l'économie, donner un boost à l'économie, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt, si vous voulez, tant que les taux ne repassent pas en dessous des 3% au minimum, parce que vous avez déjà profité de taux bas pendant le Covid. Donc pourquoi vous allez vous embêter? Qu'est-ce qui va vous pousser pour gagner en pouvoir d'achat? Non, il faudrait que les taux baissent drastiquement
pour que vous puissiez renégocier votre taux d'intérêt pour avoir ce surplus de pouvoir d'achat qui vous permette de consommer. Donc en gros, c'est pas demain la veille pour moi. La baisse des taux, c'est très bien pour des entreprises qui sont les plus endettées, et on le voit, les petites capes, les trucs, les machins. Mais pour l'économie réelle, pour le consommateur, etc., on risque d'être très déçu et d'avoir une croissance molle pendant un bon moment, parce qu'aujourd'hui, c'est uniquement dynamisé par du déficit fiscal de l'État, que l'on voit va certainement se résorber. Alors, si Trump est élu, il dit le contraire, etc., mais à un moment donné, il y a une limite, et il faudra pousser certainement à nouveau vers du quantitative easing des banques centrales pour racheter la dette, pour éviter que les taux longs remontent trop fort, et asphyxie le crédit, et qu'on continue à donner des liquidités au marché du crédit. Donc ça, voilà, ça c'est des éléments pour moi qui vont arriver. Ça va se mettre en place, et puis après ça deviendra évident pour tout le monde, mais le but, voilà, c'est de pousser toujours la réflexion. Si je vais regarder maintenant mes graphiques en mode bête et méchant, mon CAC 40 est toujours bloqué dans un no man's land, ici. Si on commence à casser par le bas, pour moi, on ouvre la zone des 7002. Ça sera la zone pour moi, la target, et donc on attend les résultats de nos GAFAM à nous, qui sont les secteurs du luxe. Ça sera ça surtout qui jouera. De toute manière, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 7008, 7009, je ne vois pas de volonté acheteuse. Pour moi, c'est plutôt une volonté de prudence actuellement. Si je vais voir le DAX, c'est la même idée. C'est une volonté de prudence. Alors là, j'avais fait mes petits schémas. Donc on voit qu'on a poussé ici, mais que là, on se remet assez rapidement dans la construction de la figure. Donc pour moi, voilà, ce qui est important, je vous l'ai dit, c'est de voir des figures larges et de se dire, ok, on construit un petit peu largement. Donc voilà, le DAX, pour moi, est en train de rentrer dans une faiblesse aussi. Il trouvera certainement du soutien dans une zone comprise entre les 17009 à 17007. C'est vraiment le gros point d'orgue. Et on ne peut pas être baissier tant qu'on tient ces niveaux de support. Le seul truc, c'est qu'à court terme, voilà, on rentre dans une zone de turbulence. On ne sait pas, on va continuer à construire la figure. Est-ce qu'on la cassera par le haut, et là on part en mode expo, ou est-ce qu'on la casse par le bas? Pour l'instant, je ne vois pas trop les catalyseurs pour rester positif, mais on est dans la figure. Donc on rentre dans un mode observation. Si je vais regarder le Nasdaq, on corrige là aussi au prorata de la hausse. Pour moi, éventuellement, on peut même revenir en voie travailler la zone des 19 300 points et cette zone de gap, 19 002. C'est pas du tout impossible de revenir là-dessus. Je pense que ça sera acheté, que ça rebondira, et qu'en gros, ben, derrière, on peut se retrouver avec une zone de zigzag pendant plus ou moins longtemps. Mais je veux dire, il ne faut pas être choqué aujourd'hui par les baisses qui peuvent paraître fortes, mais c'est au prorata de là où on vient. On a gagné entre avril et maintenant, donc un espace de 2 mois et demi, on a gagné 4000 points. Donc il faut bien vous dire que même si vous en redonnez 2000, et donc on revient sur la zone des 2000 points, vous n'avez que retracé que la moitié du mouvement, vous ne l'avez absolument pas remis en cause, ça reste du retracement, ça reste du prorata. Donc c'est ça qu'il faut bien se dire dans le Nasdaq, c'est qu'on peut se retrouver avec des mouvements assez méchants et forts, et ça ne change pas le schmilblick, en tout cas pas tout de suite. Et il y a fort à parier que, donc pour moi, on rentre dans un marché de trading, parce que c'est des marchés qui vont être volatiles et qui donc vont venir taper les supports, on va les acheter, puis on va peut-être les casser, aller taper celui d'en dessous, acheter, bref, on va construire notre figure qui va nous intéresser pour la suite, pour le moyen terme. Et ça se fait avec de la volatilité. Donc voilà. Et le gold, qui est pour moi à nouveau sur des plus hauts, mais voilà, l'idée du gold, si vous voulez, c'est toujours la même chose. C'est toujours lié au dollar, on va y revenir, et à un moment donné lié aux dettes. Donc ça sera très important de savoir qu'est-ce que font les États. Est-ce que les banques centrales supportent au fond du quantitative easing pour pouvoir maintenir les taux bas, mais donc en même temps on va dévaluer les monnaies, et donc l'or devrait continuer de trouver du boost. Mais là, voilà, à court terme, c'est une espèce d'entonnoir un petit peu écarté, mais pour moi, on touche un point haut ici. J'ai du mal, en fait, à continuer d'être haussier pour l'instant, à court terme, sur l'or et sur l'argent. Je pense plutôt que l'on va construire une consolidation, voire une correction, et qu'on reviendra potentiellement sur la zone des 2200$ d'ici 3 mois. En tout cas, ce que je veux attendre, pour l'instant, pour moi, c'est plus plutôt qu'un départ de mouvement, c'est plus une construction que je verrai. Alors, c'est de l'anticipation, donc évidemment, ça ne vaut pas grand-chose, mais à ce stade-là, je le verrai comme ça. Et sur le silver, vous voyez, c'est un petit peu pareil.
On a une volonté ici où on se dit: «Tiens, on va repartir», paf, vous recassez un petit peu facilement. Bref, heu, ça me plaît moyen. Ça me plaît moyen ce genre de truc parce que les relances sont pas francs du collier. De toute façon, c'est toujours le marché des matières premières directes est toujours un peu plus, complexe à trader. Voilà, donc on reste dans un canal, plutôt. Donc on voit, on continue le zigzag là-dedans aussi. Et sur l'euro-dollar également, ben on est mi-figue, mi-raisin, mais on continue d'être positif. Donc pour moi, je reste sur mon idée de surperformance des marchés émergents, potentiellement de l'Europe aussi. Je reste sur mon idée à plus long terme de flux qui vont revenir sur les marchés, du fait que on avait déjà fait une vidéo et Charles me l'a remise en tête. Voilà, il y a des héritages qu'il faut prendre en compte sur les 5 10 prochaines années. Il y a le politique aussi, comment on va taxer un petit peu tout ça, qu'est-ce qui reste derrière dans nos mains, où est-ce qu'on met cet argent-là? À un moment donné, l'immobilier locatif, on va taper dessus. Donc qu'est-ce qui nous reste? Peut-être la bourse, le PER, le PEA, on a quand même pas mal de niches fiscales. On l'a vu, j'avais posé une question sur Twitter, qu'est-ce que vous ferez en bourse si jamais on augmente la flat tax, voire qu'on la supprime? Beaucoup de personnes, 30%, 35% avaient dit qu'ils arrêteraient la bourse. C'est un petit peu dommage parce que je pense que beaucoup de personnes, à moins d'avoir des 100 et des 1000 bien entendu, mais déjà il faut maximiser le PEA, le PEA PME, le PER, l'assurance vie. Bref, il y a beaucoup de choses à faire en France aujourd'hui sur les marchés boursiers. On peut acheter d'obligataires aussi. Bref, je pense que tout ça va attirer quand même au fur et à mesure beaucoup de flux. N'oubliez pas que la retraite aujourd'hui, alors les politiques font, bref, on ne va pas rentrer là-dedans, mais la retraite aujourd'hui, si on ne fait pas de réforme, ça veut dire de la dette en plus. Donc il faut savoir ce qu'on veut, si vous voulez. On peut pas avoir la crémière, l'argent, le beurre, tout ce que. Et donc à un moment donné, si vous voulez, il faut bien vous dire, je ne peux pas continuer d'avoir une retraite qui est payée par mon État et en même temps taper sur mon État en disant, ouais, les mecs, vous savez pas gérer un budget et on est trop endetté. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. À un moment donné, il faut se dire que si on veut pas être trop endetté, bah, il faut couper un petit peu dans tout ce que l'on paye pour le social et pour les retraites. Donc à un moment donné, si vous voulez, soit on fait de la retraite par capitalisation, et à ce moment-là, c'est des flux, et on fait de l'incentive également avec des taxations. Tout ce qu'on a fait sur l'immobilier, on le fait sur la bourse, et on pousse la retraite par capitalisation. En plus, on a du retard, donc il faut booster le truc. Donc ça, voilà, moi c'est un truc que je vois. Si le politique veut aller vers là, il faut bien se dire que ça peut être un bon boost pour les années à venir, pour la France, pour l'Europe, pour les petites capes, bref, euh, il y a des trucs. Je vous ai fait un petit peu plusieurs vidéos en une, mais c'est pour essayer de réimbriquer les choses. Donc, il y a le court terme, il y a ce qu'on peut penser des marchés à court terme, etc., des risques, tout ce que vous voulez. Il y a le moyen terme, et puis il y a la pensée long terme, où, comme je vous dis, il y a les résultats des entreprises qui sont importantes, oui, mais il y a la macro, et après, il y a une question de flux, une question de offre et de demande. Et ça, pour moi, c'est aussi très important à toujours garder en tête, surtout quand on est dans des marchés qui ont été atrophiés, comme l'Europe, pendant 15 ans, de flux qui sont partis pour aller sur les US. Il vous suffit de pas beaucoup de flux qui reviennent pour tout de suite créer, et on l'a vu déjà, des surpondérations et des hausses exponentielles qui n'ont pas à rougir sur notre marché européen par rapport au marché américain. Et je pense que ça se terminera pas. Donc à court terme, on est peut-être dans des éléments de prudence, mais je reste voilà, sur ce type de scénario-là qui peut être motivé par des flux de gestion dans un premier temps, et après par la question de dire, ok, il y a beaucoup d'argent, comment cet argent va se replacer? Et ça, après, c'est les décisions politiques qui vont mettre le curseur. Donc au niveau de notre euro-dollar, moi je vois toujours ça d'un bon oeil. Pour l'instant, le dollar faible aussi aide un petit peu l'endettement. Le dollar faible aide la dette en dollars qui est détenue par tout un tas de pays émergents. Et ça peut les aider, ça peut leur permettre de payer moins d'intérêts, etc., de réduire les taux de cette manière-là, et donc d'avoir du pouvoir d'achat pour aider leur population, pour relancer la consommation, tout ce que vous voulez, pour faire un petit peu de déficit. Et ça peut aider un petit peu la croissance à repartir. Parce que beaucoup de personnes tapent sur la Chine, etc., quand on parle de pays asiatiques, hein, émergents, mais bon, quand vous regardez tous les pays et se disent, tiens, c'est les pays limitrophes qui vont profiter de tout ça, oui, sur le papier, mais quand vous regardez quand vous regardez la plupart de ces pays-là, ils se font déchirer. Donc, il faut
pour que ces pays-là reviennent sur le devant de la scène, au-delà de la Chine, il faut que le dollar continue de baisser et donc que ça puisse leur permettre de gérer un petit peu leur dette en dollars. Et ça, là, on pourra revenir sur les pays émergents. Donc on est là-dedans. Combien de temps ça va prendre? Timing, toujours la même chose. On est dans les scénarios, il faut les construire. Pour moi, il faut déborder les 1,12 en gros. C'est là où on aura véritablement le déclencheur. Donc là, on est toujours dans la construction, mais comme vous le voyez, la figure peut être longue encore. Ça peut encore durer ce zigzag avant qu'on ait le signe. Évidemment, je ne fais pas un dessin. Si on commence à péter les 1,06, 1,05, c'est récession. C'est récession en mode hard landing. Oh mon Dieu, on ne l'avait pas vu venir. Et là, évidemment, c'est un autre schéma à prendre en compte. Voilà, je pense que j'ai fait le tour finalement. Je vais vous mettre la vidéo qui était un extrait de l'atelier que j'avais fait un petit peu plus tôt, mais voilà, c'est un aspect macro, donc je vais le libérer pour tout le monde. Allez voir cette vidéo-là pour aller un peu plus dans le détail. Et le pétrole, je pense que j'ai juste oublié le pétrole. On peut faire le pétrole, là aussi, pour moi. À ce stade-là, c'est très neutre, on reste dans la figure. Donc, est-ce qu'on casse par le haut, on relance les discussions sur l'inflation, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on relance les pays émergents, on relance la consommation, donc on va chercher les pays émergents, etc. Plus tard, on le paiera avec de la récession et du truc du machin, mais voilà, il faut jouer un petit peu le quintet dans l'ordre. Mais pour moi, voilà, il n'y a pas de peur sur la récession, on va dire globalisée, crise, ce que vous voulez, tant qu'on va rester au-dessus des 75. Le jour où on repasse sous les 75, je change mon discours et je vous dis, ouais, là en effet, ça devient plus compliqué en mode crise. Mais à ce stade, c'est une config où, pour moi, je continue d'être positif, au-delà des questions russes, Ukraine et compagnie. On va clôturer cette vidéo-là et on va passer à la partie action. Comme d'habitude, n'hésitez pas à voir la vidéo que je vous mets en lien maintenant, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quel est, vous, votre scénario macro, si c'est compréhensible ce que je dis, que vous le voyez bien aussi, et qu'est-ce que vous cherchez à faire pour les 6 prochains mois éventuellement, pour terminer cette année 2024. Voilà, et sinon, juste un coucou aussi, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis rendez-vous à la seconde vidéo sur la partie analyse action.